tous. Aujourd'hui, on va parler du haut risque clinique chez l'enfant et l'adolescent et notamment présenter quelques définitions. Alors d'abord définir ce que c'est le haut risque clinique, ou clinical high risk, CHR, pourquoi on devrait intervenir précocement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en PEA, et puis une terminologie des CHR, d'abord les PLE, les phénomènes d'expérience psychotique, psychotique-like expérience, les symptômes de base, basic symptoms, et puis le ultra haut risque qui lui-même se décline en plusieurs entités. Et puis après pourquoi intervenir, il y a aussi comment intervenir. Alors quelques définitions concernant le haut risque clinique ou CHR. Alors donc c'est vraiment une condition et non pas un trouble qui prédispose à développer un trouble psychiatrique. Donc ce trouble psychiatrique qui peut être développé par la suite, peut être une psychose, un trouble bipolaire, une dépression ou un trouble anxieux, même si ça avait été initialement développé autour de la psychose, voire de la schizophrénie. Alors quelques notions importantes autour du CHR. Premièrement, c'est une condition constituée d'un ensemble de symptômes qui sont en dessous du seuil de trouble. Donc des symptômes en dessous du seuil, c'est en termes d'intensité, de gravité, mais aussi des symptômes qualitativement différents de ce qui est nécessaire pour considérer un trouble psychiatrique. L'objectif, c'est d'intervenir précocement avec vraiment cette notion de durée de psychose non traitée qui doit être réduite au maximum. Alors c'est la DUP, durée de psychose non traitée, c'est un terme un petit peu piège parce que l'idée est de réduire l'apparition de la psychose. Donc c'est vraiment agir sur la pré-psychose. Donc ces durées de psychose non traitée, c'est en fait, pour bien dire, on introduit du soin avant que la psychose arrive pour éviter que la psychose se développe sans être traitée. Et ça concerne les jeunes entre 12 et 25 ans avec l'idée de développer une ius psychiatrie, c'est-à-dire une psychiatrie à cheval sur toute la période qu'on a de jeunesse. Alors pourquoi on intervient en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent? Eh bien on voit que l'âge d'apparition des troubles se situe principalement entre 11, 15, 18 et puis de moins en moins après 21, 26 et 30 ans en termes de prévalence. Et puis on voit aussi qu'il y a une forme d'incertitude ou en tout cas de nécessaire transdiagnostisme dans l'âge de 11-15 ans et surtout un peu moins après 18 ans et puis le trouble se fixe ensuite et on voit que les troubles qui persistent après 30 ans sont assez fixés. On voit que la barre claire est beaucoup plus marquée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus un trouble que 5. De plus, lors du développement et de la maturation cérébrale, on a une apparition corrélée de plusieurs troubles, l'anxiété dans les plus jeunes âges, et puis le trouble obsessionnel compulsif et les TCA par la suite, les troubles comportement alimentaires, et puis les troubles de l'humeur, de l'abus de substances, de personnalité et de la schizophrénie par la suite, après 15 et 20 ans. Et on voit que le risque de transition d'un CHR vers l'un de ces troubles serait dans certaines méta-analyses de 18% après 6 mois suivis, de 22% après 1 an, 29% après 2 ans. Donc il faut retenir ce chiffre de environ 30% à 3 ans de transition d'un CHR vers un trouble, garantissant la nécessité d'intervenir précocement en PEA. Alors, terminologie des CHR, donc qui est vraiment le cœur de cette présentation. On peut donc parler de manière graduée, d'abord de phénomènes d'expérience psychotique, PLE, psychotique-like expérience, ensuite de symptômes de base, et ensuite du HR qui eux-mêmes se déclinent en APS, des symptômes de psychose atténuée, BLIPS, des symptômes brefs, psychotiques, intermittents et limités, et puis une forme de vulnérabilité, de trait, c'est-à-dire de risque génétique avec une détérioration familiale et une composante fonctionnelle et une des composantes familiales. Alors attention, on ne va pas parler ici de psychose émergente, qui est vraiment lorsque la psychose a déjà débuté, ni de premier épisode psychotique, qui est aussi le cas d'un premier épisode au-dessus du seuil, et non pas de prodrome ou d'état prodromal qu'on essaie d'éviter, puisque prodrome signifie qu'il va y avoir nécessairement une transition, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu avec ce chiffre d'environ 30-36%. Alors premièrement, les PLE, c'est vraiment une notion qui est en pleine expansion dans la littérature. On parle de PLE ou de PLICS, les psychosis-like symptoms. Donc là, c'est vraiment des phénomènes d'allure psychotique qui touchent une grande part de la population, 15%, mais finalement avec peu d'association avec les mécanismes étiologiques de la schizophrénie. Alors quelques études montrent l'âge maternel dans certains cas, la dépression dans certains cas des parents, et puis l'âge paternel dans d'autres. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a un élargissement du paradigme, tout ce qui est de haut risque, vers, au-delà de la psychiatrie, de la pratique clinique, vers la population générale, et donc vers une santé mentale publique. Ça concerne principalement les jeunes adolescents, voire les enfants, puisqu'on détecte des PLE à partir de 7 ans. Et puis, on sait tout de même qu'il y a une augmentation de 2 à 4 fois la prévalence de troubles psychiatriques après quelques années d'évolution à environ 11 ans, vulnérabilité qui concerne aussi la famille
et avec donc un conseil de dépistage qui pourrait être proposé à la famille lorsque des PLE sont repérés chez un de ses membres. Et puis il y a une aspécificité des PLE, c'est-à-dire que le dépistage des PLE peut conduire à un dépistage des suicidaires, d'antécédents familiaux ou fréquentation de services de santé mentale qui sont corrélés. Et donc on voit dans le schéma que lorsqu'il y a des PLE dans une jeune enfance, vers 7 ans, eh bien on voit, comme c'est entouré en rouge, qu'un grand nombre de ces patients vont transiter vers un trouble psychiatrique à 11 ans. Et puis en haut c'est la schizophrénie et en bas c'est pour le trouble bipolaire. Alors une deuxième entité qui fait partie des CHR correspond aux symptômes de base. Le terme de base désigne des symptômes qui sont subjectifs et immédiatement corrélés à la neurobiologie, comme s'il s'agissait de symptômes relativement archaïques. Alors symptômes de base correspondent à des symptômes soit inhabituels, caractéristiques ou psychotiques. Inhabituels quand ils affectent motivation, volonté, affect, concentration, mémoire. Caractéristiques, notamment quand ils concernent plus la parole, le cours de la pensée, la perception corporelle, l'action motrice, et puis voire psychotique. Et on parle souvent de symptômes de base cognitifs versus perceptifs, on parle de Cog10 et Cooper, donc soit cognitifs avec des interférences, une forme de pression, des persévérations, des blocages de la pensée, et puis perceptifs, plusieurs symptômes sont décrits, de déconnexion avec l'environnement, son propre corps, de distorsion perceptuelle. Et donc il faut bien concevoir que les symptômes de base sont considérés comme entre guillemets plus graves que les PLE et moins graves que le stade qu'on va voir après, les UHR. Alors, troisième terminologie qui concerne les CHR, non pas les clinical high risk, mais les ultra high risk, qui étaient vraiment une autre entité dans l'histoire de ces entités correspondant à l'intervention précoce, avec l'idée que les UHR doivent évoluer depuis moins de 5 ans et qu'on différencie différents types cliniques. Les blips, des épisodes psychotiques qui durent moins d'une semaine, disparition spontanée, des symptômes de psychose atténuée, donc des symptômes qui sont psychotiques mais sous le seuil de fréquence ou de gravité, et puis une personnalité schizotypique ou un parent de premier degré avec schizophrénie avec une altération du fonctionnement pour la notion de vulnérabilité de GRDF. Une prévalence de 85% des personnes qui présentent plutôt des symptômes de psychose atténuée, APS, et puis très peu de personnes, un certain nombre de personnes qui ont tous les critères UHR, avec toujours cet objectif de diminuer la durée de psychose non traitée. Alors comment on intervient ? Eh bien déjà on évalue rigoureusement avec des outils de psychométrie, la CARMS, SIPSOPS, et puis aussi des outils de routine, par exemple comme la PQ16 ou la PCA. Le fait de développer des organismes spécialisés dans le monde, ce qui a été réalisé dans un certain nombre de pays, et puis développer une prévention primaire, secondaire et tertiaire, et ensuite soutenir avant tout stress, toxique, cognitif, troubles associés, et puis l'engagement des jeunes, et puis une lutte pour maintenir l'insertion et de garantir le bien-être social et psychologique. Et puis traiter médicalement, qui vraiment se fait dans des cas assez particuliers, pour lesquels je ne reviendrai pas, mais avec l'idée de développer des TCC et des antipsychotiques, avec beaucoup de discussions à ce sujet, et une relative prudence à avoir. Alors à ce sujet notamment, cette prudence paraît nécessaire, étant donné les limites de la notion de CHR, de cette intervention précoce. Alors il y a des fervents attaquants de cette notion, on peut citer ici Van Os, et puis il y a des critiques qui sont plus nuancées. Alors déjà, un premier point qu'on pourrait soulever, c'est la surmédicalisation, en tout cas le risque de surmédicalisation. Ça c'est vraiment des termes de Van Os dans l'article de World Psychiatry ci-dessus. Appliquer des concepts binaires trompeurs, inutiles et inefficaces de risque de transition à des jeunes qui vivent des expériences tous très différentes et qui vont se rétablir sans soutien médical, est-ce que ça ne serait pas une surmédicalisation, avec la notion de taux de transition qui ont été gonflés. Voilà, ça a été une première critique. Aujourd'hui, il faut être très, très prudent aussi sur ça. Et puis, avec des propositions, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer l'ensemble des psychopathologies spécifiques de chaque jeune, plutôt que de surveiller la transition? Est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser un meilleur accès, l'espoir, traiter à petite échelle, de manière spécifique, avec un langage et intervention acceptable? Alors ça, c'est ce que propose Van Os. Bien sûr que ces derniers points ne sont pas exclusifs de la notion de CHR. Alors, autre critique, ça pourrait être celle de l'inefficacité à une échelle populationnelle. Certes, on identifie certains individus à risque, mais c'est inefficace pour identifier une grande majorité de la population,
qui développera des troubles psychiatriques. De même, il y a un paradoxe de la prévention, hein, c'est toute cette difficulté avec ces taux de transition entre guillemets gonflés, avec cette difficulté à établir des prévalences, c'est que eh bien, on remet en question des mesures pour empêcher la propagation d'un trouble, par exemple un virus, parce que la propagation prophétisée ne s'est pas produite justement grâce à ces mesures. Donc il y a cette idée que lorsqu'on met des mesures en place, il y a moins de transition, et lorsqu'il y a moins de transition, eh bien, on critique les mesures mises en place. Et donc la plupart des individus qui répondent aux critères CHR ne développeront pas de troubles psychotiques, mais juste auront des symptômes psychotiques atténués persistants. Et puis il y a des difficultés institutionnelles à cette intervention précoce, notamment liées à la faible spécificité du repérage ou aux services spécifiques qui sont difficiles à mettre en place. Voilà, merci pour votre attention.